C'est parti pour ce nouveau numéro de votre émission Tribune du Peuple, votre émission politique qui reçoit pour vous des analystes politiques, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous avons reçu deux politiciens qui est de l'opposition et l'autre qui est du parti au pouvoir. Avec eux deux, nous allons aborder l'actualité. Et comme vous le savez, il y a eu une communication au courant de la semaine de Martin Fayulu et qui sous-entend que la République démocratique du Congo est en train de cheminer vers une rencontre décisive entre Félix Tshisekedi et ce dernier. Donc là, je parle de Martin Fayulu. Nous allons aussi aborder l'affaire Moutamba qui est soupçonnée des détournements des fonds. Le ministre de la Justice donc a vu l'Assemblée nationale congolaise autoriser l'ouverture d'une information judiciaire en son encontre. Nous allons également aborder la crise institutionnelle dans les provinces congolaises. Là, je parle bien entendu de la province du Kasaï oriental, mais également aussi de la province de Sankourou. Alors, sans plus tarder, je vous présente mes invités. Je commence par Monsieur Jonathan Dioka, qui est cadre au sein du parti Alliance pour les changements, le parti de Jean-Marc Kabound. Bienvenue, Monsieur Jonathan Dioka. Merci, monsieur. Alors, à ma gauche, ici, je suis avec Peter Yamba, qui est cadre de l'UDPS, parti présidentiel, parti au pouvoir. Bienvenue. Alors, c'est avec le 2, comme je venais de le dire, nous allons aborder ces trois grands sujets d'actualité de la République démocratique du Congo. Alors, Monsieur Jonathan Dioka, vous avez suivi à la télé la communication ou le discours de Martin Fayulu. Quelle lecture faites-vous? Personnellement, je pense que je vais revenir sur la présentation du début. Je ne suis pas très affectionné par la conception de l'analyste politique parce que je ne pense pas que nous sommes dans une démarche effective de faire que des analyses politiques, mais nous sommes dans une construction de la vie politique, ce qui nous amène non seulement à la critique ou à l'analyse pure et simple de ce que mais font quand les vous autres, critiquez, ça veut dire que vous amène analysez également. aussi Parce dans que les la critiques proposition. émanent de vos analyses. Vous me permettez? Oui, Donc, bien sûr. je refuse ces casquettes-là, je préfère demeurer acteur politique. Mais quant à la question, nous estimons que le compatriote Martin Fayulu a effectivement le droit d'émettre ses avis, de donner ses opinions. Nous aussi, en tant que formation politique, dès le départ, avant même que la situation ait le format actuel, nous avions proposé un schéma de sortie des crises. Dès lors que le président national Jean-Marc Kabound avait retrouvé sa liberté, il a soumis ce que nous avons appelé le plan Kabound. Et je sais que des natures, ça peut déranger au pouvoir qu'on l'appelle plan Kabound, alors on s'était même proposé de l'appeler plan Chilombo, Chiboboa, comme bon pourrait convenir, mais le plus important c'est la substance. Le plan Kabound constituait à des dispositifs nécessaires. Le premier, c'est celui de commencer avec un dialogue international. Quand on parle d'un dialogue international, nous ne parlons pas des petits accords qui se font, que ce soit au niveau de la région ou par médiation d'un pays qui peut, voilà, effectivement jouer le rôle, mais nous parlons d'une vraie table ronde. C'est-à-dire que nous sommes dans un espace où la médiation serait peut-être organisée par les Nations Unies, avec tous les pays prenant part au conflit. C'est-à-dire qu'ils soient alliés, qu'ils soient sous mandat de la sous-région ou de n'importe quelle force, ou qu'ils soient partis agresseurs. On se met autour d'une table. L'occasion pour nous serait de soulever toute forme de sujet avec autant plus de sincérité que nous pourrions attendre d'une diplomatie internationale, même si il n'y a pas un aboutissement direct,
L'avantage avec cette démarche, nous aurons la possibilité, au niveau du Conseil des Nations, d'épingler, d'évoquer et d'indexer directement les pays qui font partie de ces conflits, à tort ou à raison, alliés ou agresseurs. Et c'est ainsi que, si effectivement, dans cette première disposition, il y a des résidus, cela va dépouiller tout ce que nous avons comme groupe armé de leurs substances, notamment de leurs partenaires, qui sont nécessairement des pays étrangers. Alors, mais qu'est-ce que vous dites du pacte social préconisé par les évêques de la CENCO et de l'ECC? En tout cas, c'est une proposition qui n'est pas loin de la nôtre. Vous savez que nous sommes dans l'action politique. Nous faisons notre offre. Les factions politiques aussi peuvent faire les leurs. D'autres factions politiques aussi peuvent faire les leurs. Et cela n'exclut pas les communautés religieuses ou encore la société civile. Mais voilà notre proposition. Là, c'était le premier dispositif que j'ai expliqué. Le second, maintenant... mais il faut aller un peu vite aussi, parce que faute de temps, on peut pas donc s'attarder sur ça. Après avoir dépouillé les rébellions, les forces qui exercent de manière irrégulière à l'est du pays, de tous leurs partenaires étrangers, nous pouvons maintenant revenir pour avoir un vrai dialogue intercongolais. C'est comme ça que nous pouvons espérer à une paix durable. Voilà, c'est à quoi consiste le plan Kabound. Après, il y a émergence. Il y a ce que vous dites, les propositions qui émanent de la CENCO ECC, les propositions qui peuvent aussi émaner des autres oppositions, parce qu'il faut toujours se rappeler qu'il y a un pouvoir, mais il y a des oppositions qui ont peut-être des démarches plus singulières ou différentes. Alors, Peter Yamba, Martin Fayulu a lancé un appel au chef de l'État pour qu'il se rencontre, pour parler bien entendu de la République démocratique du Congo. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Comment est-ce que nous avons accueilli, nous, oui. à l'UDPS? Oui, à l'UDPS. Ou la population congolaise. À l'UDPS, déjà. J'ai senti au président Martin Fayulu un sens profond du patriotisme. J'ai revu le Martin Fayulu que nous avions connu dans les années 2015-2013, quand nous étions tous dans l'opposition. J'ai senti en lui ces sens profonds du patriotisme. Aujourd'hui, beaucoup qui sont maintenant dans l'opposition sont en train de tarder les pages. Nous ne savons plus quel jeu ils sont en train de jouer. Le pays est menacé, nous sommes agressés. Le pays est menacé, nous sommes agressés par l'ennemi commun que nous connaissons tous. C'est vrai qu'on commence à mettre certaines personnes devant pour un peu essayer de congoliser, j'allais dire, les conflits à l'est du pays. Mais nous connaissons tous que nous sommes agressés par un ennemi étranger qui est le Rwanda aujourd'hui. Mais bien évidemment, avec certains Congolais qui sont en train de soutenir l'agression rwandaise. Et le président Martin Fayulu, avec son sens équilibré qu'il a toujours eu, en laissant certaines émotions toxiques derrière lui, je pense qu'il est dans une très bonne démarche. Aujourd'hui, je peux parler que nous tendons vers un dialogue intercongolais, un dialogue qui va réunir des vrais Congolais. Des Congolais qui ont l'essence de l'unité, l'essence du développement, pas des Congolais qui viennent pour frustrer la population. Je pense que nous tendons vers ces dialogues-là, car les dialogues, aujourd'hui, c'est une école supérieure de la démocratie, et je pense que incessamment, il va se rencontrer avec vous parlez du dialogue, mais alors que je pense même que Martin Fayulu avait lancé un appel pour le dialogue, que vous avez boycotté, et pourquoi ces changements? Nous n'avions jamais boycotté les dialogues. Le président de la République a ouvert une brèche. Il y a eu des concertations avec son conseil spécial en matière de sécurité et Béran dernièrement. Il a appelé tout le monde, que ce soit l'opposition, la majorité de la société civile, de venir se présenter. C'était pour aboutir à un gouvernement d'union nationale. C'était pas pour un dialogue. Il ne faudrait pas qu'on mélange les choses. Quand le président de la République appelle la classe politique, que ce soit l'opposition, la majorité ou la société civile, c'est pas
pour aboutir uniquement à un gouvernement du national. C'est ça l'objet, c'était bien précisé en fait. Non, mais quand on vient sur une table lors de concertation, on vient avec nos cahiers des charges. On a des propositions, on va faire un programme commun. C'est ça l'objectif. Aujourd'hui, nous avions eu cette idée, cette connotation de concertation et dialogue parce que les régimes passés a fait des dialogues, une table de partage pain en fait. Mais ce n'est pas ça la vraie raison du dialogue. On vient avec nos cahiers des charges, on vient avec, pas de cahiers des charges, avec des intérêts personnels. Parce qu'aujourd'hui, nous venons, l'opposition, que ce soit les gens qui viennent de l'opposition, ils viennent avec des cahiers des charges que pour dire que non, je vais tel ministère, mais avec aucune proposition pour l'évolution du pays. Aucune proposition pour que nous ayons un développement consistant dans certains domaines du pays. Et ils viennent qu'ils veulent des ministères, pourquoi? Parce qu'ils veulent se partager les gâteaux. Mais je pense que quand le chef de l'État a appelé à la concertation nationale, au dialogue, c'était plus pour écouter les uns les autres. Qu'est-ce que vous amenez? Quelles sont vos idées? Comment nous pouvons sortir de cette crise? C'est ça l'objectif premier du dialogue, de la concertation. Ce n'est pas pour un partage de pain à la fin. Mais pourtant, dans l'opinion, il y a certains qui disent que Martin Fayulu veut rencontrer le chef de l'État justement pour s'y retrouver plus tard Premier ministre lors du prochain gouvernement. Je ne suis pas communicateur ou porte-parole de Martin Fayulu, mais en connaissant le président Martin Fayulu, c'est quelqu'un qui aime ce pays. Il a donné. Aujourd'hui, il aime ce pays. Écoutez, vraiment. C'est quelqu'un qui aime ce pays. Il a donné son âme, son esprit, son corps pour ce pays. Il a eu certaines propositions, que ce soit dans le pouvoir passé ou peut-être actuel aussi. La main tendue du chef de l'État aussi pendant les concertations. Il aurait dû aussi y participer, mais il ne l'a pas fait. Mais il a vu que le pays est en train de se braser, le pays est en train de brûler. Concertons-nous d'abord, entre nous les enfants du pays, entre nous les Congolais, mettons-nous sur une même table, chassons d'abord l'ennemi et après nos divergences nous pourrions les régler plus tard. Mais ce qui est plus important à l'heure actuelle, c'est de pouvoir changer les choses, c'est de pouvoir arranger les choses. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que nous pouvions faire? C'est pour ça que je salue le patriotisme du président Martin Fayulu aujourd'hui. Il en a toujours eu ce sens-là d'ailleurs, je le confirme, mais il y a eu certaines divergences avec les pouvoirs, vous le savez. Mais nous, à l'UDPS, nous n'avions jamais refusé de reconnaître les mérites qu'il a toujours eu. Jonathan Dioka. Je peux répondre, je pense. Non, mais quand même, je pose une question. Oui. Ça va, c'est vrai que vous aurez le temps de parler. Bon, dans l'opinion, les gens disent que Martin Fayulu veut être le prochain gouvernement, le prochain Premier ministre. Vous pensez aussi comme cela? Non, mais moi je ne suis pas non plus porte-parole de Martin Fayulu, donc je me réserve sur cette question. Mais si vous m'accordez dans mon temps de réponse, je peux rebondir sur la confusion que j'observais sur l'intervention de Maître Yamba. Tantôt vous parlez d'une agression qui devrait être étrangère. Tantôt vous parlez d'un dialogue intercongolais. C'est une question, par votre truchement, vous me les demanderez à Maître Yamba. Quels seraient alors les objectifs de ces dialogues? En tout cas, si on rentre dans la conception assez élevée aujourd'hui qu'à l'IDPS, au truchement de vos propos, que ce n'est pas une table de partage de pain. Quel serait l'objectif de ces dialogues? Ça veut dire que s'il faudrait revenir dans une dimension chronologique et philosophique, il faudrait accepter qu'il y a une rébellion. Vous parlez soit des rébellions, soit vous parlez des dialogues. Et s'il y a rébellion, il faudrait reconnaître que des Congolais se sont rebellés. S'ils se sont rebellés, leur cahier de charges intègre les éléments de leur rébellion, notamment les injustices. Je pense que à un certain niveau de patriotisme, nous devons reconnaître ce qui est l'état de l'État. Permettez que je le dise comme ça. Parce que là, vous dites que voilà, le président de la République a besoin d'idées. Ce n'est pas pour partager le poste, c'est ce que l'opposition propose souvent. Je vous ai exposé le plan Kabund qu'on n'a jamais réclamé. On a mis sur la table, prenez, usez-en. Mais si nous rentrons un peu en arrière, vous pensez qu'un individu peut battre campagne, peut proposer quelque chose, peut chercher à tout prix à devenir président, au prix de tout, je le dis clairement, pour qu'il vienne céder à la fin.
On ne parle pas d'un individu qui devrait être provident. On parle au moins de la notion de la responsabilité, de la notion de la prévision. C'est pour cela, pendant la campagne, il faut présenter un programme. Je sais que l'UDPS n'en avait pas. Mais rentrons quand même dans cette logique. Ce n'est pas ici que Tshisekedi devrait tendre la main à l'opposition pour solliciter qu'on lui vienne en aide avec des idées. S'il est président, effectivement, si effectivement il a été élu, si effectivement il a les compétences et les capacités pour régler les problèmes du pays, il doit les régler. Si c'est une agression, allons-y en guerre. Si c'est une Monsieur Jonathan Dioka, apparemment, moi je sens une certaine confusion donc dans vos propos, parce que vous-même, vous avez dit ici que donc vous êtes porteur d'une proposition de dialogue, voilà, dont vous avez parlé ici et donc étalé. Mais alors, pourquoi est-ce que vous avez élaboré ce programme? Justement parce que vous avez senti que le pays en a besoin. Non, peut-être qu'on ne sait pas comprendre. Il n'y a aucune confusion. Je suis revenu sur la confusion que j'ai remarquée sur le propos. Parce que, à un moment, quand on parle des dialogues intercongolais, ça veut dire que c'est une initiative qui doit rassembler les Congolais. Donc, il faudrait tout de suite élaguer l'hypothèse d'une agression étrangère. Parce que c'est un dialogue intercongolais. On n'ira pas dans un dialogue intercongolais avec un pays étranger. Réfléchissons. C'est simple comme réflexion. Vous avez, effectivement, il n'y a pas de confusion. Je vais vous expliquer étape par étape. Vous avez évoqué la proposition de Fayoul, où je dis d'accord. Mais avant cette proposition-là, nous, on avait fait une proposition qui est toujours viable, qui est toujours une belle alternative. Mais au-delà de ça, je suis revenu sur le propos. Voilà. Peter Yamba, Monsieur Jonathan Dioka dit que vous êtes en train de confondre les choses. Vous avez quelque chose à dire? Je ne sais pas qu'est-ce qui sous-entend par confusion ou confondre les choses. Déjà que je parle d'un dialogue intercongolais, mais j'ai bien précisé ici, sur votre plateau, Monsieur Isaac, que nous sommes agressés par un pays étranger avec des supplétifs congolais. Donc nous avons besoin aujourd'hui de se réunir aussi entre Congolais, réfléchir, parce que nous avions, vous savez, les accords qui ne règlent pas les causes profondes de conflit n'est qu'une pause avant la prochaine guerre, disait Henri Kaziger. Donc, nous pensons aujourd'hui que les causes profondes de ces conflits, en même temps que ce soit étranger, il y a aussi des Congolais qui sont derrière cette guerre aussi. Donc, on ne peut pas parler d'une négociation avec le Rwanda, l'Ouganda, ainsi que d'autres pays, des multinationaux, sans pourtant parler aussi avec des Congolais. J'ai entendu mon frère Jonathan Dioka, c'est quoi déjà le nom du parti Kaboun? Alliance pour le changement. Alliance pour les changements. Dire ici que l'IDPS n'a pas battu campagne à l'aide avec un programme. Il a dit déjà nous n'avions pas eu de programme. Mais je tiens à rappeler à mon frère que Kaboun, c'était des lieutenants, des généraux du pouvoir de l'UDPS. Si aujourd'hui vous affirmez sur ces plateaux que l'UDPS n'a pas eu de programme, nous comprenons l'incompétence de Jean-Marc Kaboun parce qu'il était le secrétaire général de l'UDPS. Donc on ne peut pas affirmer des choses et son contraire en disant que Kaboun est compétent et quoi que ce soit et que l'UDPS n'a pas eu de programme. On ne peut pas déjà affirmer ça. Voilà si je puis répondre à ces questions. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a grandi dans la cour du roi. Le chef de l'État a grandi dans un parti où nous avions toujours privilégié les dialogues. L'UDPS a toujours eu une forme de notion de la gestion des contradictions. Donc je pense que tendre la main à l'opposition pour essayer de résoudre les problèmes de notre pays serait la moindre des choses. Mais le chef de l'État ne veut juste pas avoir une paix saisonnière en fait. Nous voulons une paix durable. Et le problème de l'Est, c'est un problème complexe. Dans un problème complexe, on ne donne pas des solutions simples. Et c'est pour ça que le chef de l'État est en train de marcher dans ce sens-là pour que nous ayons une paix durable. Pas une paix qui va nous amener à vivre pendant 10 ans après, quand il y aura un prédécesseur, son successeur qui viendra, que nous ayons encore de nouvelles guerres. Parce que nous pouvons comprendre que l'ancien régime a signé certains accords ici qui a fragilisé
exactement notre armée. Parfois, mon frère est en train de dire que si nous pouvons aller en guerre ou quoi que ce soit, mais nous savons aussi que ce sont des répercussions de l'ancien régime aussi, si notre armée, parfois, elle est fragile. Donc, je comprends, c'est pour ça que je suis en train de dire que le chef de l'État est en train de marcher dans une dynamique de nous chercher une paix durable, et je pense que nous aurons cette paix durable. Alors, le chef de l'État est dans une dynamique pour chercher une paix durable au pays. Monsieur Jonathan Dioka, vous avez parlé de votre cahier de charge. Au cas où... Non, c'était pas un cahier de charge. Bon, une proposition, voilà, un plan. Voilà ce que je voulais dire. Alors, au cas où, aujourd'hui, le gouvernement mettait en place des conditions pour qu'il y ait dialogue intercongolais, un dialogue donc sincère. Est-ce que vous n'allez pas participer? Non, mais écoutez, jusqu'à l'avènement, je suis issu d'une formation politique et il y a des dispositions qui sont prises soit en collégialité, en collège, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc, au moment opportun, nous allons nous prononcer sur notre position. Mais ce qui est important à savoir, c'est le format. Vous comprenez? Nous sommes tous Congolais, nous sommes tous patriotes. Le plus important, c'est les formats dans lesquels nous allons nous lancer. Nous ne sommes pas en train de jeter au régime Tshisekedi un bouet de sauvetage parce qu'il a complètement échoué. Que ce soit le premier mandat, dont le doute subsiste encore aujourd'hui sur même l'élection, et si on va encore à ce second mandat qui paraît encore plus catastrophique. J'ai aimé l'intervention de Maître Peter qui me rappelle que effectivement si Jean-Marc Kabound serait incompétent parce qu'il a participé à l'élection de Félix Tshisekedi. Vous évaluez l'incompétence comme vous voulez, mais moi je vais vous dire, peut-être qu'il a quitté Félix Tshisekedi parce qu'il s'est rendu compte que l'autre camp je pense était que dans je pense que je peux au moins donc c'est pas ce que Peter Yamba a dit. Il a dit parce que vous avez dit que le président de la République, donc ou soit l'UDPS n'a pas un programme, alors que l'UDPS a été dirigé autrefois par monsieur Jean-Marc Kabound. Alors si vous dites donc si vous parlez ainsi, ça veut dire que Jean-Marc Kabound aussi était dans cette logique de ne pas avoir un programme. Voilà, je vais réfléchir ensemble avec vous. Okay. Vous savez, sous d'autres cieux, peut-être en Afrique du Sud, on vote pour le parti. Ok. Et vous avez vu l'ANC ce qu'il a fait autrefois quand Jacob Zuma a essayé un peu de corrompre même la démarche de l'ANC. Ils l'ont mis de côté et ils ont présenté quelqu'un d'autre pour poursuivre la lutte de Mandela et consorts. Et j'aurais bien voulu que l'UDPS ait cette même maturité quand ils se rendent compte que la personne qu'ils ont amenée jusqu'à la présidence souffrait de plusieurs incompétences et qu'il pouvait se retirer. Parce que c'est ça le problème, le cachet que vous avez devant vous. Quand je parlais des programmes, on commence d'abord par le projet des sociétés, de l'UDPS. Ça, voilà, vous les résumez en quelques mots, mais c'est pas ça la profondeur. C'est pour ça qu'on vous reproche toujours d'essayer de beaucoup justifier sans avoir la vraie information. Ici, vous avez parlé de la rébellion. Vous dites que voilà, la rébellion existait. Non, ça c'est une question qu'on peut essayer d'étayer différemment. Quand Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il ne trouve pas une rébellion active. Et d'ailleurs, ce qui est plus grave, ce que vous appelez rébellion aujourd'hui, c'est les AFC Nanga et M23. Les M23 qui ont été logés ici à Kinshasa par le frais du gouvernement, qui ont été en contact permanent avec Félix Tshisekedi, qui ont signé des accords avec Félix Tshisekedi. Et lorsque lui, Félix Tshisekedi, n'a pas été en mesure de respecter ces accords, ils se sont rebellés, ils sont allés au front. Et puis ils se sont fait suivre de milliers de Congolais qui ont subi les pressions, qui ont subi des humiliations, des tribulations et des injustices. C'est ce qui fait agrandir cette rébellion. Pour preuve, qu'est-ce que je veux vous dire ? Parlons un peu de Ouazalendo et les autres groupes armés, plus de 100. S'il vous plaît, M. Jonathan Dioka, allez vite parce qu'on n'a pas assez de temps. Il faut qu'on aborde le deuxième sujet. Mais excusez, M. Isaac. Voilà. Ce que nous sommes en train de faire, c'est un exercice républicain. Oui, mais la télévision, c'est aussi le temps. Non, mais c'est aussi le temps. Nous devons aussi aller vite parce que nous avons 3 sujets à aborder. Je pense que je suis assez patient quand mon co-débatteur parle. Okay.
permettez-moi de... Oui, mais allez vite. J'ai une position à défendre, laissez-moi le temps. Aujourd'hui, le pouvoir en place, ok, fait un entraînement, un exercice très dangereux avec presque plus de 100 groupes rebelles. Ici, en RDC, que vous considérez comme supplétifs de FARDC. Demain, le AFC M23. Mais je pense que ça c'est un autre débat. S'il vous plaît, monsieur Jonathan Diokan, nous allons avancer. S'il vous plaît, monsieur Jonathan, s'il vous plaît. Vous m'avez invité la pour question, qu'on débatte. bien sûr, la question était une autre. Je pense qu'on a compris. Je pense qu'on a compris ce que vous voulez dire. Je pense Non, que vous n'avez pas compris. Faute de temps. Nous avons compris. Mais la télévision, c'est aussi le temps. On a compris, bien sûr. On a compris ce que vous voulez mais dire. là, j'ai du mal à échanger. Mais allons un peu Non, mais là, j'ai du mal à échanger. Abordons l'affaire Moutamba. Moi, je suis de l'opposition et je suis révolutionnaire. D'accord, nous avons Je ne compris. suis pas obligé d'être de commun accord avec le pouvoir en place. Mais Si voilà. ça vous dérange par rapport à votre déontologie, dites-moi. Je suis sur un plateau où je fustige l'action du gouvernement. Une action que je trouve injuste, une action que je trouve peu équilibrée. Si je parle de l'incompétence du pouvoir en place, pourquoi ça vous dérange? Bon, ça Ce va. n'est pas vous qui le dites. Monsieur Jonathan Dioka, calmez-vous. Calmez-vous Mais d'abord. pourquoi vous faites ça? Calmez-vous. Le pays nous regarde. Je pense que vous aurez le temps donc de parler de tout ça, mais laissez-moi introduire le deuxième sujet. Je pense que nous sommes compris. Alors nous allons maintenant aborder notre deuxième sujet. Comme je l'avais annoncé, soupçonné des détournements de fonds, Constant Moutamba, le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, a vu l'Assemblée nationale congolaise autoriser l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre. Alors, monsieur Peter Yamba, vous connaissez l'affaire. Le ministre d'État, Constant Moutamba, est soupçonné des détournements de fonds en tant que numéro 1 de la justice de notre pays. Et comment est-ce que vous pouvez, dans quel regard vous pouvez, ou quel jugement vous pouvez accorder à cette affaire? Avant d'aborder ces sujets, je voudrais quand même relayer certaines... voilà, mais un peu vite aussi, parce que nous n'avons pas assez de temps. Oui, il y a M. Jonathan Dioka qui a parlé de la rébellion. Il a essayé de donner une connotation à la rébellion comme une forme de... j'allais dire... des revendications de certains cahiers des charges qu'ont eu certains Congolais lésés qui leur octroient les pouvoirs de faire une rébellion. Mais dernièrement ici, nous avions eu certains débats où quand l'UDPS a eu les intentions de vouloir modifier, j'allais dire changer la constitution, l'opposition a traité l'UDPS de dictateur, de quoi que ce soit. Je ne voudrais pas y revenir. Pour cette constitution qu'aujourd'hui, ils veulent bafouer. Sur quel est cet article qui donne le prérogative à l'opposition, j'allais dire à la rébellion, à l'opposition armée, de vouloir renverser les pouvoirs de Kinshasa? Je ne comprends pas. Ils sont en train eux-mêmes de marcher sur les cadavres que nous avions eus pour défendre cette constitution. Les cadavres, Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, de plusieurs morts de l'UDPS que nous avions perdus aujourd'hui. Parce que nous avions fait l'opposition pendant plus de 37 ans sans toucher aux armes. Nous sommes arrivés au pouvoir de manière démocratique et aujourd'hui ils se disent lésés et ils ont le kilo de nous dire qu'ils ont le pouvoir de faire la rébellion pour arriver à leur fin. L'objectif n'est pas tout, mais la manière dont on l'atteint est aussi important. Monsieur Jonathan Dioka, si je dois parler de l'instruction du Mineta de la justice Constant Moutamba, je ne suis pas membre de son parti, mais je voudrais analyser. Voilà, mais en tant que Congolais. Je voudrais analyser en tant que Congolais, acteur politique. Je pense que c'est une forme d'acharnement aussi à son égard. C'est une forme d'acharnement avec certaines
pression qu'il a eu à faire au pouvoir judiciaire, je pense que ça devient une forme de... je voudrais pas être trop tranchant envers le pouvoir judiciaire parce que vous savez, il y a aussi le outrage à la magistrature. Voilà. Mais je pense que ça devient un acharnement. Comment peut-on comprendre que... Parce que déjà, il y a eu un deuxième réquisitoire. Un deuxième réquisitoire, on l'accuse de l'outrage envers le membre du gouvernement et tout consort. Après juste ce réquisitoire qui vient d'être permis, l'Assemblée nationale a donné l'autorisation de poursuite, l'autorisation d'instruction de poursuite envers le ministre. Donc vous sentez déjà qu'on attend à ce que peut-être ils se disent que avec la première autorisation qu'ils ont y à donner, parce que déjà qu'on peut comprendre que ce n'est pas... Ici, on nous parle des détournements ou quoi que ce soit. On peut parler des détournements que quand les fonds est arrivé dans un compte quelconque qui a été détourné pour des fins non allouées pour ce qui a été demandé. Mais nous savons tous que les fonds a été bloqués quelque part. Déjà que les fonds ont été bloqués, on ne peut pas parler des détournements. Mais bon, ils ont eu à faire une passation des marchés à gré et tout. Donc, le Mineta n'est pas aussi sain dans cette affaire. Mais la célérité... l'ampleur, j'allais dire, la pression avec laquelle cette histoire est allée, je pense qu'il y a une forme d'acharnement aussi, parce que vous le saviez, vous êtes journaliste, qu'il y a plus de 93 dossiers sur la table de Vital Kamerhe où on demande la levée des immunités de plus de 93 députés. Mais ça n'a jamais fait objet d'une quelconque... discussion même à l'Assemblée nationale. Mais il n'est pas le seul, parce que vous savez aussi que la même procédure a été déclenchée contre le député national Nicolas Kazadi. Voilà. Bon, c'est pas l'affaire de Nicolas Kazadi. Non, je vais juste réfléchir ensemble avec vous, parce que c'est un sujet de réflexion. Je vais juste réfléchir ensemble avec vous. Je vous parle de la célérité dans laquelle cette histoire est allée. En moins d'un mois, le PGR envoie 2 réquisitoires. Je vois même qu'on est en train de fabriquer encore un autre réquisitoire où on parlerait d'outrage au magistrat aussi qu'il a eu à faire. Donc ça sera un 3e réquisitoire. Là, ce sont des rumeurs peut-être. Non, bon, ce sont des rumeurs. Je ne voudrais pas trop confirmer cela. Mais je pense que c'est une forme d'acharnement. Mais connaissant Constant Moutamba, je pense qu'il s'est présenté hier. Même s'il y aurait une autorisation... après, quand sa culpabilité sera prouvée, je pense qu'ils pourront les juger. Ils pourront les juger, mais en réfléchissant, je pense que c'est une forme d'acharnement aussi. C'est une forme d'acharnement. Monsieur Jonathan Dioka, nous sommes en train d'aborder notre deuxième sujet, l'affaire Constant Moutamba. Pour monsieur Peter Yamba, c'est une forme d'acharnement. Et vous, quel jugement vous faites ? Justement, c'est la nuance qu'il faudrait constamment apporter entre ceux qui sont politiques, qui s'informent sur la situation politique, qui proposent des solutions politiques, aux côtés de ceux qui analysent. Maître Yamba parle constamment de « je pense », je le cite ainsi. On n'est pas ici pour penser. On parle droit, vous êtes juriste, vous auriez pu nous donner un peu plus de matière. Un cas, l'énoncé a été clairement cité au Parlement. Les griefs qui pourraient être retenus contre lui est connu. Et au-delà de ça, la gestion même des marchés publics de l'État, c'est encadré par des dispositions juridiques que vous, maître avocat, êtes censé connaître. Vous ne pouvez pas, en votre qualité d'avocat, vous présenter sur un plateau pour penser droit. On ne pense pas droit. Le droit est clairement. Constant Moutamba s'est exposé à la rigueur de la loi. Pourquoi ? Parce qu'il a octroyé un marché public de gré à gré à une entreprise qui ne répond pas aux critériums. Les critères, c'est que ça doit être une entreprise qui existe depuis au moins 5 ans. Ça doit être une entreprise qui aurait déjà exécuté un projet similaire. Ça doit être une entreprise qui travaille dans les secteurs. L'entreprise dont Constant Moutamba sous-traité ou a traité avec, c'est une entreprise qui existe il n'y a qu'un mois, qui a été créée le 29 mars 2025. Et cette entreprise-là a reçu cet ordre de virement de 19 millions.
Vous dites que l'argent a été bloqué, oui, parce qu'il y a des institutions sérieuses. Par exemple, la cellule des renseignements financiers, la CNRF. Et ça, ce n'est pas forcément au concours interne, parce qu'il y a des mécanismes financiers qui permettent un contrôle au niveau international. Vous n'avez pas à penser. Vous devez dire le droit. Pour cela, nous pouvons déjà se mettre d'accord que Constant Moutamba s'est exposé à la rigueur de la loi. Le deuxième réquisitoire, maître avocat, vous êtes aussi censé mieux le savoir. On parle d'outrage au corps constitué, c'est-à-dire le corps, voilà, les magistrats et tout ça, c'est d'ailleurs votre domaine, je dois parler sous réserve. Vous devriez nous en donner encore plus de détails. Le deuxième réquisitoire concerne cet élément-là. Où avez-vous vu, dans un pays sérieux, quelqu'un dont pèse sur lui les soupçons de détournement de fonds, de blanchiment d'argent, parlons en termes assez consommables de vol, à la place de répondre à la justice par le mécanisme qui est aussi bien encadré, en tant qu'avocat, vous le savez, il va faire un meeting pour insulter le corps dont il est constitué aussi, constituant plutôt. C'est un outrage. Quand est-ce qu'on parle d'acharnement? Ce que vous ne voulez pas accepter, c'est que le régime Tshisekedi gère les gens par défi. Parce que je reviens toujours sur cet aspect. Il n'y a jamais eu élection véritable. Et Tshisekedi nous gère par défi. Et c'est ce qui donne aujourd'hui les ailes à des bandits qui s'exposent légèrement face à la loi, d'essayer encore de faire un bras de fer. Tout ça, qui en paye les prix, c'est la République, c'est la population. Je pense que vous et moi sommes jeunes et l'avenir compte sur nous. Ici d'ailleurs, les gens nous regardent et ils ont foi en nous. Nous devons faire un effort d'être à la hauteur de cela. Si vous me permettez, si j'ai encore une minute, je dois rebondir sur la question. Vous avez fait... Vous avez 2 minutes, je rappelle. Il vous reste que 2 minutes par rapport au temps. Okay. Ouais. Je dois répondre sur un point où je ne sais pas si c'était une analogie ou un parallélisme de forme sur la question du changement de constitution. Maître Yamba Yamba, réfléchissons de manière sobre et calmement. Félix Tshisekedi, les régimes de l'IDPS, qu'est-ce qu'ils ont donné au pays aujourd'hui? Quelle est cette amélioration même sociale qui touche à la sensibilité de vie des Congolais, qui peuvent leur donner la prétention de penser à changer une constitution pour se pérenniser au pouvoir? Ça, c'est l'apanage des dieux. Ça, c'est l'apanage de ceux qui ont servi la population. C'est ça, l'opposition est contre ça. Parce que depuis que le régime est en place, on ne fait que parler des détournements. Depuis que le régime est en place, on voit que la situation des Congolais s'amenuisait. Et pour ce cas-là, vous m'avez dit que vous avez des connaissances en économie. Vous connaissez l'IDH, l'indicateur de développement humain. Dites-moi, quand Félix Tshisekedi entre au pouvoir, on était à combien? Aujourd'hui, nous sommes à combien? Les niveaux de bonheur du peuple. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de composites dans cette constitution que nous évaluons même les niveaux de bonheur du peuple. Avant Tshisekedi et avant Tshisekedi et sous Tshisekedi. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas le changement de la constitution. Le problème, c'est que Tshisekedi a fait son temps, il a failli au mandat. Monsieur Dioga, il faut chuter. Hein, parce oui, que il a failli au mandat que, voilà, de manière douteuse, la population lui aurait donné, ou encore Nanga ou la CENI de l'époque. Alors, il doit être humble pour le combat, pour le sang que tu viens de citer de Thérèse Kapanga, Larossi Mukendi et d'autres martyrs. Il devrait se retirer et laisser la place à quelqu'un d'autre. Donc, si vous voulez parler des changements de constitution avec quelqu'un assez consommable qui arrive à satisfaire le peuple, nous pouvons vous écouter, mais pas avec ces régimes qui a tant failli. Alors ça, ce sont les propos de Jonathan Dioka, Peter Yamba Yamba. Vous avez parlé ici, donc fait allusion d'un acharnement, alors que M. Dioka a montré le fait qui incrimine justement le ministre d'État. Qu'est-ce que vous en dites? Avant de dire mes propos, j'avais précisé que j'ai parlé en tant qu'analyste politique sur ce sujet, parce que je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Mais bien sûr, il m'a dit, il y a quand même des faits. Il m'a dit que je devais dire le droit. C'est pas à moi de dire le droit. C'est pas à moi de dire le droit. Toute personne
toute personne qui est accusée, il est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée de manière définitive. Donc, pour moi, je pense que Constant Moutamba, c'est un présumé innocent. Et j'ai parlé d'une forme d'acharnement dans le fait que nous avons vu des réquisitoires en moins d'une semaine. Donc, ça prouve que on veut à tout prix les noyer. Je n'ai pas dit ici que les faits reprochés au Mineta, j'ai même précisé que le ministre de la Justice n'était pas non plus sain dans cette affaire. Je n'ai pas dit que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas vrais ou faux. J'ai dit que je pense que c'est une forme d'acharnement aussi. Pourquoi une forme d'acharnement? Parce que déjà, qu'on arrive à donner 2 réquisitoires, j'ai même parlé d'un 3e réquisitoire, que tu as dit que ce sont des rumeurs, mais je t'informe qu'il y a un 3e réquisitoire. Bon, maintenant aussi, il faut parler maintenant fait. Écoute, il y a un 3e réquisitoire en gestation. Donc, je pense que c'est une forme d'acharnement à son égard, avec la célérité, j'allais dire, la rapidité des choses, comment ça s'est passé en Assemblée nationale, avec, nous voyons, il y a plusieurs dossiers sur la table des Camérés, mais il a y à les faire en moins d'une semaine et déjà avoir une suite très favorable. Donc, déjà, quand vous suivez, même la manière dont S'il vous plaît, le micro, s'il vous plaît. Quand vous suivez la manière dont les députés... Certains députés se sont même réjouis quand ils ont autorisé le poursuite contre le Mineta de la Justice. Nous sentons que apparemment le ministre de la Justice gênait un peu cette classe politique. J'allais dire une classe politique de nos vieux qui ne veulent pas aussi laisser la place aux jeunes. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai parlé. Donc je n'ai pas parlé quand il me demande que les faits sont là. Je n'ai pas blanchi. Je n'ai pas. Non, vous aurez votre temps. Moi, quand vous avez parlé, je me suis. Non, vous m'aviez déjà coupé. Vous avez parlé pendant plus de 4 minutes. Je vous ai écouté. C'est ça la forme de. Il faut juste noter quelque part. Vous aurez le temps. En fait, je voulais juste enrichir votre. Non, vous allez à votre tour. Vous pourriez balayer. C'est pas. Donc voilà un peu. Donc je pense qu'il y a une forme... c'est dans ce sens-là que j'ai parlé quand j'ai parlé d'acharnement. Je n'ai pas parlé dans le sens où le Mineta était clean ou quoi que ce soit. Non, je n'ai pas voulu entrer dans ces débats-là. Vous voyez un peu, c'est dans ce sens-là que j'ai parlé. Il ne peut pas me dire que non, je devais dire les droits. Ce n'est pas dans mes prérogatives de dire les droits. Donc, voilà. Monsieur Jonathan Dioka, vite fait, répondez. Voilà, ce que je voulais dire... Premièrement, le sujet, la thématique sur laquelle nous débattons a été communiquée, donc vous devriez avoir des informations sur ça. Mais réfléchissons avec vous. Quand vous dites qu'il y a un autre réquisitoire en gestation, comment vous expliquez un ministre de la Justice, prétendu être le garant, le patron de la justice, s'expose lui-même plusieurs fois, successivement, rapidement, dans un bref délai. Pourquoi est-ce que vous pensez que une infraction devrait ne pas être remarquée parce qu'il s'agit de telle ou telle personne? Ça, c'est la justice de 2 poids 2 mesures. Mais la vérité, c'est que si un ministre de la Justice, c'est lui qui est censé réguler le secteur de la justice, s'expose à la loi autant de fois, peut-être que c'est juste un ministre bandit. Parce que comment vous pouvez expliquer en l'espace d'une semaine 3 réquisitoires? Et ce sont des faits, hein? Des faits qui peuvent être prouvés. Aujourd'hui, nous avons une traçabilité, ok, des institutions financières, des correspondances qui ont tourné de cabinet à cabinet, qui prouvent que le monsieur, effectivement, a sous-traité avec telle autre entreprise. C'est du vol. Qui en vole? La République. Aujourd'hui, il a tenu un meeting où il s'est acharné contre les magistrats qui sont censés faire leur travail. D'ailleurs, moi, je pense que on serait peut-être dans un autre format de régime. Ce serait le plus bel exemple de la démocratie si un ministre de la Justice est effectivement reproché de ces faits et sanctionné. Mais 3 fois, en l'espace d'1 ou 2 semaines, peut-être que c'est lui qui est bandit, parce que c'est lui qui s'expose à la loi. Ces gens-là, quand vous lisez les réquisitoires, vous pouvez vite vous rendre compte que c'est vraiment il y a vraiment une charge à cela. Quand on parle d'outrage, vous savez ce que c'est. Vous ne pouvez pas vous mettre en faisant un meeting. En plus, vous qui êtes en fonction, vous attaquez au corps qui vous constitue même. Même du point de vue
éthique. Ça ne peut pas exister. C'est pour cela que je vous dis que la nation perd même sa valeur. Et je me mets dans votre position en tant que membre de l'UDPS. C'est difficile de défendre ces régimes, mais je comprends votre courage, mais vous ne pouvez pas, vous aussi, maître, devant moi, soutenir de telles allégations. Une infraction est une infraction, même si c'est le diable qui le commet. Il doit être encore puni parce que c'est une infraction. Le ministre de la Justice s'est exposé à la loi. Même si le président de la République aujourd'hui s'exposait à la loi, nous aimerions qu'il y ait des poursuites contre mais Monsieur Dioka, aux dispositions. Monsieur Dioka, mais Monsieur Peter a quand même soulevé un point, parce qu'il a dit, donc à ce jour, il y a plusieurs réquisitoires, mais pourquoi seulement s'est précipité quand il s'agit de Constant Moutamba? Parce que nous avons vu, donc à l'espace de moins d'une semaine, 2 réquisitoires, c'est quand même trop. Voilà pourquoi on peut aussi donc, penser que c'est un acharnement, par exemple. Ben lui, il est avocat. C'est peut-être à lui de nous dire comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a une priorité? Est-ce qu'il y a une chaîne? Voilà, c'est quoi? C'est livre, faux, FIFO, comment? C'est entrée premier, sortie dernier. C'est à vous de nous donner cette information-là. Mais une infraction est une infraction. Qu'on vous poursuive aujourd'hui ou à n'importe quelle date, tant que c'est dans la prescription, c'est une infraction. Parler d'acharnement, parler de tout ce que vous voulez, M. Constant Moutamba s'est exposé à la rigueur de la loi et en tant que patron de la justice, il devrait donner le bon exemple. Il a voulu défier la loi, il s'est exposé une deuxième fois. Et pour la troisième fois, ça je n'ai pas l'information, mais ça avère effectivement, nous avons des justiciers qui sont d'abord injusticiables et qui sont eux-mêmes de hors la loi. Monsieur Peter Mbayamba, si vous aviez quelque chose à dire, vite fait, parce que oui, nous allons entamer le troisième sujet, parce qu'il nous reste, je pense, moins de 10 minutes. J'ai émis son intervention sur ce sujet de Constant Moutamba avec la justice congolaise. En l'écoutant, je sens qu'il est en train de faire beaucoup d'éloges de manière cachée au chef de l'État. Pourquoi je dis ça? Parce que hier, quand Kabound a été inquiété par la justice, ils ont parlé d'acharnement. Quand Matata Ponyo a été inquiété par la justice, ils ont parlé d'acharnement. À tour de rôle, parce que déjà ça a changé, cour cassation en cour constitutionnelle. Quand c'était Kabound, ils n'ont pas voulu que la justice dise les droits. Quand c'était Matata Ponyo, ils n'ont pas voulu que la justice dise les droits. Mais maintenant, il est en train de remercier les chefs de l'État parce qu'il a instauré une forme de l'état des droits, car on inquiète même un ministre en fonction. En plus, de surcroît, un ministre de justice. Donc je pense qu'il est en train de rejoindre juste notre cas en disant que le chef de l'État est en train d'instaurer une vraie forme d'état des droits, que l'impunité ne peut pas rester définitivement impunité, ça doit être géré de cette manière-là. Donc si je devais ajouter quelque chose à ce sujet-là, voilà. Alors voilà, maintenant nous allons aborder notre deuxième sujet. Il nous reste moins de 10 minutes. Oui, notre troisième sujet, il nous reste moins de 10 minutes. Alors vite fait, crise institutionnelle dans les provinces congolaises. La décision en l'espace de quelques jours du gouverneur Jean-Paul Mbouébois Capo au Kasaï oriental et Victor Kitenge dans le Sankourou a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Dans le DK, les assemblées provinciales ont brandi les accusations de détournement de fonds publics et d'incompétence notoire. Monsieur Jonathan Dioka, ce sont des choses qu'on déplorait autrefois. Parce que tout le temps, il y a des crises au sein de nos provinces. Alors, qu'est-ce que vous pouvez vraiment proposer concernant ces phénomènes pour qu'il y ait donc amélioration, qu'on ne puisse plus retomber dans ces mêmes faits? Je vais répondre à cette question dans deux dimensions. La première dimension serait purement politique, de faire le constat qu'il y a eu un simulacre électoral où l'UDPS et ses mosaïques se sont compétis entre elles, où nous avons l'Union sacrée qui détient pratiquement 85 ou 90% des députés, que ce soit dans les assemblées provinciaux, que ce soit dans le Parlement, dans l'Assemblée nationale. Donc c'est le pouvoir de l'UDPS ou de l'Union sacrée. C'est eux-mêmes qui placent
leurs gouverneurs, c'est eux-mêmes qui placent chaque personne, que ce soit dans des chambres des représentants ou à tous les niveaux, parce qu'ils ont le monopole. Mais moi, je vais vous dire une chose. La vraie vérité, c'est que s'il faut évaluer un leader, premièrement, la qualité principale d'un leader, c'est d'abord dans le choix de son équipe. Si Félix peut échouer constamment, ça veut dire que le problème, c'est lui. Ça veut dire que c'est lui qu'il faut changer. Et je vous dis, lisez bien la Constitution, il y a des dispositions très mécaniques qui peuvent nous permettre de précipiter la chute de ces régimes, parce qu'ils ont failli sur tout le plan. Comment vous expliquer dans un pays sérieux, dans la conception du Léviathan, où on dit que l'État ne dort pas, un individu peut commencer à voler $1, $2, $3, arriver à des millions, on ne l'arrête pas. Et mais même quand on l'arrête... Est-ce que vous avez des preuves dans ce que vous dites? Non, mais c'est vous qui me donnez l'information. C'est vous qui me dites que ils ont été déchus. Pourquoi? Parce qu'on parle des soupçons, des détournements. Voilà. Moi, j'aborde l'angle. Mais Parce que ça n'a pas été confirmé par la justice. Tous les gouverneurs de la République, dans toutes les provinces, sont de l'Union sacrée. Il n'y a même pas d'opposition. Ça veut dire qu'ils peuvent se lever un beau matin, le secrétaire général de l'Union sacrée fait une liste, il décide qui sont gouverneurs ou pas. Parce que nous savons comment il y a un fonctionnement politique interne. Alors, s'ils ne sont pas en mesure de choisir des bonnes personnes, après, il faudrait maintenant se poser aussi la question sur la qualité de celui qui doit choisir. Parce qu'il faut, pour avoir l'œil, le fleur de tirer vers vous la compétence, il faudrait être vous-même aussi compétent. Mais parfois, qu'il y a une forte compétence. Mais parfois, on dit aussi qu'on connaît cette situation à cause des mêmes les députés provinciaux, parce que c'est eux qui vont tout le temps demander de l'argent auprès des gouverneurs, et quand ils ne sont pas servis, ils créent des dossiers. Ça, ce sont les conséquences de ne pas avoir des élections vraies. Parce que ceux qui seront élus, ceux qui seraient issus d'un vrai processus électoral, auront non seulement l'assentiment du peuple, mais ils auront aussi la redevabilité. Mais les gens qui sont nommés, les gens qui sortent avec des machines à voter de leur propre maison après élection, vous voyez, ce sont des gens qui n'ont aucune obligation morale et ils peuvent s'exposer à toute forme de choses parce qu'ils sont venus s'enrichir puisqu'ils sont dignitaires d'un régime. C'est ça la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Ok, monsieur Peter Yamba, il nous reste peu de temps. S'il faut dire un mot, votre proposition concernant la crise qui est en train de secouer les provinces du Kasaï oriental et Sankourou, qu'est-ce que vous dites? Oui, ces problèmes déjà, des crises institutionnelles qui se passent, c'est même pas la première fois que ça sévit. Même dans le premier mandat du chef de l'État, nous avons vu plusieurs institutions, des gouverneurs dans plusieurs provinces. Et c'est parmi les causes même que nous avions voulu qu'il y ait changement ou modification de la Constitution. Pourquoi? Parce que nous avions vu, nous pouvons comprendre que même avec la forme des élections que nous avions aujourd'hui dans notre pays, les Congos, pendant les élections, ça devient une forme de sociologie. Pour ne pas dire sectoriel, où je suis Mukongo, forcément, je sors de Bakongo, forcément parce que Kaméré de l'Est, il devient leader des gens de l'Est. Et pendant la reconstitution du gouvernement, comme vous le savez, les chefs de l'État nomment le Premier ministre dans la majorité parlementaire, où il a besoin de plus de 250 députés. Et les 250 députés, un seul parti ne peut pas l'avoir. Pourquoi? Parce que les élections deviennent sectorielles, sociologiques. Et nous sommes obligés de coaliser avec plusieurs partis. Et ces partis-là ont leur cahier des charges. Vous savez, ils peuvent apporter leur cahier des charges. Ils peuvent choisir que non, chez nous, le gouverneur doit forcément sortir de notre parti, de notre coin. Donc le chef de l'État, il est le garant du bon fonctionnement de l'institution, mais il doit respecter la Constitution qui l'oblige de coaliser, de sortir un gouvernement avec la majorité absolue. Plus de 250 députés, donc dans la majorité parlementaire. Voyez un peu. Et quand on a des institutions dans plusieurs provinces, aujourd'hui on nous parle que Jonathan Dioka me dit que non, c'est le président tout consort, mais il oublie que nous avons eu à coaliser avec plusieurs partis, plusieurs plateformes électorales, j'allais dire politiques aussi, pour sortir un gouvernement. Ça ne s'arrête pas que dans le gouvernement, ça part dans plusieurs provinces aussi. Et vous pouvez avoir vos députés là-bas, mais vous leur obligez de voter pour un gouverneur d'un autre parti. Pourquoi? Parce que vous avez eu à coaliser, à vous entendre que c'est
province doit revenir à un tel parti. C'est pour ça que nous avions donné cette démarche de changement de la constitution. Mais beaucoup dans l'opposition l'ont pris pour pour une question politique. Pourtant, c'était une question de survie. Survie, pourquoi? Parce que cette question doit toujours revenir sur la table. Tôt ou tard, ça doit revenir. Ça doit revenir, pourquoi? Parce que vous savez aussi longtemps que les choses... cette constitution déjà été une forme de post-conflit où les choses s'est passées autrement et on a décidé d'avoir une constitution. C'est comme ça. Quand les choses avancent, il y a des changements, il faut changer les choses. Et c'est pour ça que nous avions donné cette idée, mais on nous a fustigé aujourd'hui. Je pense que cette question des crises institutionnelles, la cause principale est aussi la Constitution. Merci, monsieur Peter Yamba. Je pense que les téléspectateurs et les auditeurs de la radio GMFM vous ont compris. Mais là, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez 1 minute pour votre mot de la fin. Donc en 1 minute, je pense que vous pouvez prendre déjà la parole. Oui, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, le pays est agressé. Le pays, nous devons, nous, Congolais, nous réunir pour voir ce qui est bien pour nous. Ce qui est bien pour nous, c'est l'avenir de notre pays. Nous devons enlever nos casquettes politiques pour réfléchir pays. Mon frère m'a dit qu'il était révolutionnaire. Un révolutionnaire, c'est pas quelqu'un qui doit être derrière des gens, c'est pas quelqu'un qui doit donner des idées. Les idées, oui, c'est pas parce que Kabound a dit qu'on doit aller à gauche que forcément on doit forcément aller à gauche. Mais la révolution, aujourd'hui nous avons des hommes politiques, mais nous n'avons pas des hommes d'État. Et tous ces gens qui s'appellent des révolutionnaires ou quoi que ce soit, ce sont des gens qui viennent avec leurs propres intérêts et l'intérêt du pays. L'intérêt de la population n'est pas pris en compte. Ils viennent avec leur cahier des charges. Mais nous avions besoin aujourd'hui de se réunir sur la table, non pas pour des partages de postes, mais pour donner des idées. Qu'est-ce que nous avions été? Qu'est-ce que nous devons devenir? Quel avenir nous allons léguer à nos enfants dans 50, dans 60 ans? Je pense que c'est ça que nous avons discuté aujourd'hui, au lieu de venir avec des cahiers des charges pour devenir président, sénateur ou quoi que ce soit, ou soit pour s'enrichir illicitement. Merci, monsieur Peter Mbayamba. Jonathan Dioka, la parole est à vous. Votre mot de la fin en 1 minute. Bravo maître, vous avez peut-être bien défendu votre camp politique, mais en sortant d'ici, vous aurez les mêmes tristesses qui vous ont amené ici. Le même problème que chaque Congolais vit. Et vous savez de quoi est-ce que je suis en train de parler, au-delà de la dimension de ce que nous sommes en train de faire, qui pourrait être beau pour l'esthétique. Je vais revenir sur vos propos quand vous dites qu'aujourd'hui l'élection en RDC est une question sociologique, ce qui est faux. Sinon, par simplicité, comment pourriez-vous expliquer les 70% de votre candidat aux élections passées? Si c'était une affaire sociologique, je pense que le voix allait complètement se départager. Je pense qu'il y a un certain niveau d'émergence qu'il faut accepter. J'ai remarqué que dans votre allocution, vous avez vraiment un problème avec la chronologie parce que vous parlez d'une constitution qui a été modifiée. C'est vrai que à un certain moment, on a... Il vous reste quelques secondes. Les choses rapidement, oui, j'ai plus dans ça. Mais à un certain moment, on a émergé. Et nous ne sommes pas contre l'émergence. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que, comme tu le dis, d'avoir des hommes d'État. Et ces hommes d'État-là, on ne peut pas leur laisser libre accès. Il faut bouger là où il faut bouger. S'il faut changer jusqu'à ce que quelque chose va marcher. Aujourd'hui, nous sommes à 65 ans après l'indépendance. Quand vous regardez l'inutilité de l'action politique de cet État, vous pouvez dire que c'est 65 ans de gâchis. Et nous, on a la chance de faire mieux. Je vous invite aussi à rejoindre la révolution. Ce sont les derniers mots de monsieur Jonathan Dioka. Alors, chers téléspectateurs et fidèles auditeurs, donc vous avez suivi les débats. Aujourd'hui, nous avons donc abordé 3 grands sujets. Nous avons décrypté, donc les discours de Martin Fayulu, président de l'ECD, et nous avons aussi parler de l'affaire Constant Moutamba, également de la crise institutionnelle dans les provinces du Kasaï oriental et du Sankourou. Aujourd'hui, j'ai reçu pour vous Jonathan Dioka, qui est du parti Alliance pour les changements, de monsieur Jean-Marc Kabound. Du côté gauche, nous étions avec Peter Yamba, qui est de l'UDPS. Alors, merci pour votre attention et au revoir et à la prochaine.